Eh bien, bienvenue à tous dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette décision du Premier ministre Sébastien Lecornu d'engager dès demain la responsabilité de son gouvernement à travers l'article 49.3 qu'il avait pourtant promis au mois d'octobre de ne pas utiliser. Mais après des mois d'atermoiement, il fallait bien donner un budget à la France. On va arrêter de se donner un spectacle aux yeux du monde entier, a dit Sébastien Lecornu il y a quelques instants sur CNews. On va donner un budget à la France. Nous allons ce soir, dans Punchline, analyser cette nouvelle séquence étonnante pour notre pays. 9 milliards d'euros ont été concédés aux socialistes dans ce nouveau budget. Est-ce que cette manœuvre a été faite pour tourner la page et permettre au président Macron d'entamer une lourde séquence internationale avec les menaces de Donald Trump sur le Groenland et ses partenaires européens? Il y a le dossier de l'Iran, de la Syrie, qui sont aussi des dossiers brûlants. Nous allons analyser tout cela ce soir avec nos invités, nos experts. Louis de Ragnel est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, Bonsoir, merci Laurence. d'être avec nous. Marc Toiti, Bonsoir, Laurence. économiste. Éric Revel est avec nous. On va commencer par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il s'est exprimé il y a quelques instants lors d'une conférence de presse. Écoutez ce qu'il dit. Il dit engager la responsabilité de son gouvernement avec amertume. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Gauthier Lebret nous a rejoint. C'est un semi-succès pour vous, bonsoir, ou un semi-échec pour Sébastien Lecornu? Non, mais c'est un échec complet. Il n'y a pas de semi-succès ou de semi-échec. Quand vous prenez un engagement devant les Français en arrivant à Matignon en disant je n'utiliserai jamais le 49.3 et 3 mois plus tard vous l'utilisez, bah, voilà, l'échec est cuisant. Mais évidemment, pour survivre, c'était sa meilleure carte parce que les ordonnances, vous reveniez à la copie initiale, donc sans toutes les concessions faites à la gauche. Et on a bien compris que le PS réclamait même le 49.3. François Hollande réclamait le 49.3. Pour ça que la semaine dernière, moi, je ne croyais pas aux ordonnances. Et donc, le 49.3, bah, il va être abattu, la carte va être abattue par Sébastien Lecornu, et il va être sauvé par les socialistes et très probablement par les LR, parce que les Républicains, ils n'ont pas du tout envie de retourner aux urnes, même si Laurent Wauquiez est flou en disant le budget n'est pas bon, il faut que je l'étudie. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. Donc, on sait s'il est bon ou pas, pour voir si on censure. Les LR n'ont aucune envie de retourner aux urnes. Ils avaient plusieurs fois l'occasion de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils ne l'ont jamais fait, y compris quand il a fait son discours de politique générale, où on a compris qu'il s'asseyait sur la seule réforme du quinquennat Macron en cours, c'est-à-dire la réforme des retraites. Donc ça va donner encore évidemment un discrédit à la parole publique, c'est-à-dire que les Français, on leur fait une promesse, 3 mois plus tard, on la tient pas. Généralement, ça dure un peu plus longtemps quand même quand on leur fait des fausses promesses. Donc ça n'engage évidemment que ceux qui les croient comme à chaque fois. Et alors par contre, vous avez dit dans votre édito, effectivement, ce qu'a dit Sébastien Lecornu, on va arrêter de se donner en spectacle aux yeux du monde entier. Ah oui, alors scoop, le monde entier se fout du budget de la France. Se fiche. Voilà. Oui, ça va, c'est pas non plus trop grossier. Un petit peu. D'accord. Permettez-moi de vous... se fiche du budget de la France. Le monde entier est au courant, effectivement, sans doute qu'il y a eu une dissolution complètement... Le monde entier se retrouve à Davos demain et avec le président Macron oui, aussi. mais enfin... Voilà. Mais il voudrait bien avoir un petit budget. C'est surtout ça le Voilà, problème. c'est déjà Alors, fait. Gauthier, c'est déjà fait. Et Effectivement, quand on veut donner des leçons à la terre entière, vaut mieux que ça soit bien rangé chez soi. C'est un désordre pas possible à cause d'une dissolution inconséquente dont les conséquences ne font que s'accumuler. Mais savoir si le monde entier est intéressé par les par les débats budgétaires en France, excusez-moi, il y a peu de chances qu'aux États-Unis on soit un sujet de conversation. Quand même, vous seriez étonné. Marc Toiti, là, on va avoir un budget, donc je le disais, il y a 9 milliards de dépenses supplémentaires, donc ça, il n'y a pas beaucoup d'économies. Il y a beaucoup de dépenses, pas beaucoup d'économies. Mais c'est bon pour le pays ou pas pour l'activité économique? Non, pas du tout. Nous sommes déjà à la risée du monde. Nous sommes le pays de la zone euro où il y a le plus fort déficit public. Ah oui. Mais encore une fois, c'est une réalité. Hier, on me dit non, mais il faut être aussi optimiste. Moi, je suis optimiste, mais il faut être réaliste. Ça vous fait rire. Non, je suis optimiste, mais il faut être avant tout réaliste. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui est quand même dramatique. On va avoir un budget qui va exploser les compteurs. Je vous dis qu'on se rapproche de 6% par rapport à notre PIB de déficit public. Il a juré 5%. Oui, mais il a juré de utiliser le 49.3. Mais clairement, on voit bien que ce sont des simulations qui
n'ont pas lieu d'être. On tape sur une croissance qui sera au-dessus des 1%. Si on est à 0,5%, ça sera déjà énorme. Et puis parallèlement, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a un manque de discernement économique incroyable. Alors de la part de certains députés, on peut comprendre, mais là, de la part des dirigeants français, du ministre, du Premier ministre, quand on nous dit oui, on va taper les 300 premières entreprises françaises, et puis donc les Français ne seront pas concernés. Mais quel manque de discernement. Les 300 entreprises françaises les plus grandes, eh bien, ce sont souvent des fleurons jusqu'à présent, et elles embauchent plus de 8 millions de personnes. Donc si demain, évidemment, elles ont des difficultés économiques, elles vont licencier, donc le chômage va augmenter, donc ces personnes-là sont tout à fait concernées, donc tous les Français sont concernés, parce que la croissance française va encore s'effondrer, donc on aura plus de chômage malheureusement, plus de déficit, plus de dettes. C'est un cercle pernicieux dramatique, et je suis triste pour l'avenir de notre pays. Écoutons un deuxième extrait de Sébastien Lecornu. Là, alors, il prend pour cible LFI et le RN. Il les traite, je crois, de tentatives de sabotage. Écoutez. Je rappelle que les ministres et le gouvernement ne siègent pas dans cette commission. Des échanges avec les ministres et les formations politiques entre Noël et le jour de l'an qui ont laissé à montrer qu'un chemin était possible. Une reprise des débats en commission à l'Assemblée nationale avec très vite un raidissement, et je l'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises, des tentatives très claires de pression, de sabotage, notamment de la part de la France Insoumise et du Rassemblement national, puis progressivement la désertion de certains groupes politiques qui, jusqu'alors, bien que groupes politiques dans l'opposition très exigeants, avaient accepté de mener un travail de fond, je pense aux écologistes et aux communistes, ils ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte, mais enfin que je ne comprends pas, je les respecte mais je ne les comprends pas, c'est de ne plus venir à ces réunions de travail depuis le début du mois de janvier. Bon, tout le monde en prend pour son grade, Louis de Ragnel. Il avait déjà traité LFI et le RN de tireurs embusqués ou je sais pas. Absolument, tireurs couchés. Voilà, et là, donc, des saboteurs. Alors, s'ils sont des saboteurs, il y a le grand artificier, c'est quand même Emmanuel Macron, qui a donné des barils de poudre à tout le monde pour que tout le monde s'entretue à l'occasion de la dissolution et pour amener à cette situation-là. Donc, c'est vrai que le mot saboteur n'est peut-être pas très approprié à la situation. Écoutons peut-être une réaction politique, celle de la France Insoumise. Éric Coquerel était il y a quelques instants sur notre antenne. Puis je vous passe la parole, Éric Revel. Écoutons le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On va se tromper d'Éric. Effectivement, ça va être le coup de force. Alors pour faire passer ce coup de force, il a utilisé le leurre des ordonnances comme si c'était une question. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas d'actualité. Mais on se retrouve devant un 49.3 tout simplement parce que ce gouvernement est minoritaire et que pour essayer de passer un budget minoritaire, il utilise le moyen du coup de force que lui donne la Ve République. C'est bien dommageable. Chaque fois qu'il y aura un 49.3, il va y en avoir 3 en fait. C'est-à-dire 2 pour le budget là, recettes et dépenses, et 1 à la fin quand ça va revenir du Sénat. Et bien évidemment, on va essayer à chaque fois de le censurer parce que ce budget n'est pas bon et qu'il faut l'arrêter. Voilà pour Éric écoutez, Coquerel. Moi je trouve en tout cas une ligne directrice à ce que dit Éric Coquerel, c'est que LFI au moins n'a pas réclamé, comme le Parti socialiste, la suppression du 49.3. Vous vous souvenez, M. Faure, qui expliquait que l'utilisation du 49.3 pour voter un budget, c'était faire taire la démocratie. C'était faire taire la démocratie. Vous vous souvenez ? Oui, absolument. Bon, c'était faire taire la démocratie. Et puis voilà, nos socialistes qui sont prêts à voter un budget avec le 49.3. En 2026. Là, le divorce dont parlait Gauthier Lebret sur les Français et la politique, il est archi consommé. Il est archi consommé. Et j'ajoute, parce que je le pense vraiment, je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est qu'ils font une énorme erreur politique en faisant ce qu'ils font, monsieur Lecornu. C'est qu'en fait, ils installent un face-à-face entre le RN et LFI. Voilà. C'est-à-dire que les LR qui ont voté à 18 députés, ils ont voté à 18 députés le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les socialistes qui, pour sauver leur siège, sont prêts, avec un 49.3, allons-y, à voter ce budget, en fait, ils sont en train de s'autodissoudre. Et le face-à-face qui est en train de mettre en place ce gouvernement et M. Macron, c'est un face-à-face RN et les filles. Vous êtes d'accord avec ça, Gauthier Lebret ? 100% d'accord avec ce que vient de dire Éric Revel. 100% politique. Parce que, effectivement, en ciblant vous avez pas LFI si c'est l'émission que je présente le soir, je crois. Ça va, j'ai pas non plus. J'avais un anniversaire samedi, mais enfin, je suis encore serein. Allez-y, Gauthier. Si LFI et le Rassemblement national sont vus comme les seuls opposants à ce budget
et au gouvernement, c'est-à-dire que les seuls qui censurent à chaque fois le gouvernement de Sébastien Lecornu. Effectivement, en ce moment, on ne peut pas dire que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron brillent par leur popularité. Et bien donc, le choc, et en plus ça va avec le sens de la polarisation du débat public, avec ce que pensent les jeunes qui votent très souvent soit la France Insoumise, soit le Rassemblement National. Eh bien, effectivement, on y va. Parce qu'il est quand même gonflé, Sébastien Lecornu, je vais dans le sens de Louis, de dire que LFI et le RN sont des saboteurs, alors qu'ils sont sur une ligne très claire depuis le départ. C'est les seuls. C'est-à-dire qu'ils censurent à chaque fois et ils s'opposent à ce budget. On est d'accord ou pas, mais au moins, ça a le mérite d'être lisible. Quand vous voyez les petits calculs politiques pour tous les autres, où il faut sauver son siège et pas retourner aux urnes, et quand vous vous souvenez évidemment que le premier saboteur, il est à l'Élysée, c'est lui qui a décidé de cette dissolution, bah après, aller reprocher ça à la France Insoumise ou au Rassemblement National... Mais là, ce dimanche sur les marchés, quand leurs électeurs diront « mais vous avez voté contre la prime d'activité, quand même pour le complément de revenu pour les travailleurs à revenus modestes, vous avez voté contre le repas à 1 euro pour les étudiants ». C'est ça qu'ont dit les électeurs. C'est des mesures au milieu, au milieu d'un. Je ne pense pas, parce que je suis pas sûr que les électeurs ils aient suivi point par point ce qu'il y a dans ce budget. Par contre, il doit alors rester comme en mémoire que c'est un budget avec beaucoup plus d'impôts, que c'est un budget où on ne réduit pas la dépense publique. Ça, peut-être qu'ils l'ont compris. Après, savoir si le repas à 1 euro est l'alpha et l'oméga de la politique française. Les APL. Oui, enfin, c'est des mesures au milieu d'un budget où il y en a des dizaines d'autres. Bon, Rachel Kahn, je ne vous ai pas entendu depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, cette séquence? Alors, j'ai l'impression déjà que l'ensemble des partis politiques ne font que répéter la même chose depuis 1 an et qu'effectivement, là, le gouvernement creuse un sillon idéologique en vue des élections municipales qui est de mettre le RN et LFI dos à dos. Après, on sait très bien que cette situation démocratique et ce Parlement est bloqué. Il n'y a aucune vision politique sur ce budget. Et vraiment, je reste stupéfaite du fait que dans une démocratie, les 300 heures de débat effacent une parole politique qui était la parole politique de Sébastien Lecornu. Très très vrai. Autre réaction de ceux que le Premier ministre a qualifié de saboteurs, donc le RN par la voix de Laurent Jacobelli. C'est une double prise d'otage, la prise d'otage du peuple français qui ne veut plus d'Emmanuel Macron et de sa politique et qui se retrouve contraint de devoir digérer un budget purement macroniste, et la prise d'otage de M. Lecornu par le Parti socialiste qui impose, alors qu'il ne représente que 2% des Français à la présidentielle, exactement ce qu'il veut pour ne pas dessouder le poste de M. Lecornu. C'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Ils préfèrent garder leur poste que œuvrer à l'intérêt général. C'est très triste en fait comme fin de règne. Voilà pour Laurent Jacobelli. Marine Le Pen a réagi, elle dénonce les annonces irresponsables pour acheter le PS au mépris de l'intérêt national, annonces qui se traduiront par plus d'impôts, plus de dettes, et le groupe RN déposera évidemment une motion de censure qui peut-être ne sera pas adoptée. Louis Dragnel, si on fait les comptes, RN plus LFI n'arrive pas pour les raisons à faire tomber le gouvernement de Cornu. C'est-à-dire que le PS et LR n'ont aucune envie de repartir. Ah non, et le RN c'est jamais adopté de toute façon puisque LFI ne vote pas. Mais par contre pour les LR c'est quand même surprenant, encore une fois, parce que là on a le moyen justement de s'opposer. C'est-à-dire que globalement il va justement voter pour une augmentation des impôts. Ils ont plusieurs ministres au gouvernement. Ils ont déjà accepté. Ils ont déjà... Mais non, mais c'est ça. Parce que là, a priori, je pense que là, c'est le LR qui peut être l'arbitre. Puis justement pour faire tomber et refuser finalement ce budget, pour avoir un budget plus sérieux, parce que ce budget est absolument pas sérieux. Je vous rappelle que déjà à la base, on a mis de côté la réforme des retraites, il faut quand même pas l'oublier. Donc on augmente les impôts pour tous les Français. Il n'y a pas que les grandes entreprises ou les très riches qui vont payer. Tous les Français vont payer davantage. La CSG qui va augmenter également, y compris sur le plan d'épargne retraite. Rendez-vous compte, on dit aux Français, il faut constituer votre retraite, donc faites un plan d'épargne retraite, mais on va augmenter la CSG qui taxe les plans d'épargne retraite. Ce n'est même pas crédible, vous voyez. Donc c'est ça qu'aujourd'hui on gagne. Voilà quelques semaines, encore une fois, quelques mois. Et moi, je pense que les Français ne veulent pas des aides. Les Français, ils veulent des vrais boulots. Ils veulent, je dirais, une vraie activité économique. Donc c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. On entretient aujourd'hui cette pauvreté. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. La classe moyenne est en train de s'appauvrir. Et c'est très triste, justement, de voir comment évolue notre pays. Vous avez vu dans l'allocution depuis Matignon, qui avait d'ailleurs un côté un peu lugubre, de nuit comme ça, très mal éclairé, sur la forme de Sébastien Lecornu. C'est la semaine dernière. Oui, c'est vendredi dernier. Vous avez vu pas
une baisse de la dépense. Que des dépenses. Toutes les annonces, c'était on ouvre les robinets et on continue, on dépense parce qu'effectivement, il faut acheter le Parti Socialiste. Donc ça coûte de l'argent. Et voilà, et on se réveille le lundi matin en gueule de bois, hausse de la CSG. Donc ce n'est que ça. C'est-à-dire dépenser, taxer, dépenser, taxer, taxer, dépenser, dépenser, taxer. Et surtout, je vous rappelle que nous sommes déjà numéro 1 du monde des dépenses publiques et numéro 1 du monde des impôts. Donc on va encore augmenter cette charge pour les Français et c'est ça qui va nous faire très mal, malheureusement. C'est bien vous qui ralliez contre la baisse des tickets restaurants, des chèques cadeaux. Ah non, c'est bien c'était pas la baisse, Laurent, c'était un nouvel impôt. Ah non, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout la baisse, c'était une taxe. Oui, c'était une petite taxe. Ah oui, je râle contre les taxes, ça je vous le confirme. C'était une taxe nouvelle, on voulait taxer davantage et donc évidemment il y aurait eu moins d'effets du chèque cadeau pour Noël pour les salariés ou du ticket restaurant. Ils ne savent faire que ça. Là vous donnez de l'eau à mon moulin, ils ne savent faire que ça. Ils voulaient même taxer le ticket restaurant ou le chèque cadeau pour Noël. Taxer et dépenser. On a eu un certain nombre de budgets depuis la dissolution, certains n'ont même pas été adoptés. Il y a eu l'ébauche de Michel Barnier, il y a eu le budget de François Bayrou, on en est à celui de Sébastien Lecornu. Un budget, un Premier ministre. Bon, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Dépenser sans compter. On est dans un état lamentable des finances publiques, avec 1000 milliards de dettes en plus grâce au président Emmanuel Macron, et il n'y a pas le début d'une économie. Et par contre, pour taxer, là, ils ont des idées. Pour financer leurs dépenses publiques, qui évidemment, en plus, n'est même pas finançable, tellement c'est une dépense publique qui n'a plus de limite. Je passe la parole dans un instant avec Revel, je vois que vous trépignez, mais Élodie Huchard aussi trépigne avec Laurent Costantini devant l'Élysée. Vous avez assisté à ce compte-rendu de M. Lecornu. Qu'est-ce que vous en retirez, Élodie ? Le gouvernement est gêné ou finalement il se dit allez, on tourne la page de ce fichu budget pour entamer une séquence internationale compliquée pour Emmanuel Macron ? Oui, évidemment, Laurence, il y a cette volonté de tourner la page. Attention, quand même, la page, elle n'est pas encore totalement tournée. Il va falloir une quinzaine de jours et 49.3 au total avant d'être sûr que le gouvernement ne soit pas renversé et que donc, de fait, le budget soit adopté. Alors, Sébastien Lecornu l'a dit, il n'y a pas d'accord de non-censure, il n'y a pas d'accord secret. En revanche, il a fait un certain nombre de concessions et on a entendu notamment les socialistes expliquer que pour l'instant, évidemment, ils ne pensaient pas à censurer le gouvernement Lecornu. Du côté des Républicains, c'est pareil, on ne trouve pas que cette copie soit franchement formidable, mais on se rappelle de la menace émise par le Premier ministre. Attention, si il y a une motion de censure, il y aura donc une dissolution. Sébastien Lecornu et les députés ont donc envie aussi de sauver leur siège. Et effectivement, Sébastien Lecornu, il l'a dit, ça n'est pas de gaieté de cœur qu'il recourt à l'article 49.3. Il explique que ce n'est pas forcément de son fait, qu'il avait d'abord cédé aux socialistes, cette même force politique qui demande maintenant de passer par le 49.3. Et puis du côté de l'entourage du chef de l'État, on nous explique qu'Emmanuel Macron avait prévenu, il voulait un budget et de la stabilité politique et qu'à partir du moment où son Premier ministre arrive à garantir les deux, eh bien, il est soutenu par le chef de l'État. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Jean-Laurent Costantini, de la stabilité, Eric Revel. Oui, on en a besoin. J'en ai aucune et il n'y en aura pas jusqu'à la prochaine dissolution, si tant est qu'elle puisse apporter une... Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, les Français s'appauvrissent. Je ne sais pas si vous avez vu ce classement qui est très éloquent sur 30 pays européens, en termes de ce qu'on appelle le per capita, le revenu disponible par Français, par rapport au classement européen, on arrive en 16e position, on ne cesse de dégringoler. Par exemple, il vaut mieux être un salarié moyen aux Pays-Bas ou dans d'autres pays européens, en Allemagne bien sûr et dans d'autres, qu'en France. En fait, on ne cesse de perdre de l'argent tous les ans. Puis deux chiffres que je veux rappeler aussi, Laurence, 1,4 million de jeunes aujourd'hui sont sans travail, sans formation, sortis du système scolaire. 1,4 million de jeunes. Et puis 25% des Français, il y a 9 millions de pauvres en France, à partir du 18 de chaque mois, n'ont plus d'argent pour finir le mois et sont à découvert. Ça, c'est une réalité économique que chacun, ou que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. On est allé sur un marché, justement, et je vous repasse la parole ensuite, Rachel Kahn, juste pour avoir le sentiment des Français, parce que, effectivement, on a ces discussions budgétaires, ce 49.3 qui tombe, là, désormais, et puis la réalité, c'est que souvent, dès le 15 du mois, eh bien, il y en a qui n'arrivent plus à faire leurs courses. Regardez et écoutez ce reportage. Comment faire ses courses, se faire plaisir, tout en respectant un budget parfois serré, c'est le défi auquel sont confrontés de nombreux Français. Encore plus en travaillant dans l'enseignement, c'est difficile d'arriver à tout payer et qu'il reste un petit peu pour le plaisir. Effectivement, les prix ont augmenté depuis un certain temps et vu que les salaires n'augmentent pas avec les prix, effectivement, ça paraît difficile de
pour les gens de garder le même train de vie. Une situation qui touche toutes les catégories sociales. Dans mon cas, je suis quand même... J'ai un travail stable qui est pas mal rémunéré, mais j'ai vu, oui, avant je pouvais économiser plus. Sur l'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué. Les légumes, la viande, le poisson. Même quand on a des rémunérations qui pourraient être satisfaisantes, donc classe moyenne, tout à fait. Les produits à la consommation courante sont très très chers. Alors que les débats budgétaires devraient reprendre ce mardi à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux à estimer que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte au sommet de l'État. Je trouve que ceux qui font le budget, ils ne viennent pas acheter au marché. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui sont très très loin des soucis des Français. Selon le dernier baromètre Cofidis sur le pouvoir d'achat, un Français sur deux dit vivre sous contrainte budgétaire. Le pouvoir d'achat reste d'ailleurs leur principale inquiétude devant la santé puis l'insécurité. Voilà les préoccupations des Français, Rachel. Elles sont très très claires. Évidemment. Et puis, sécurité, pouvoir d'achat. Évidemment. J'ai bien aimé cette femme qui justement était dans ce marché et soulignait le fait que les politiques n'avaient pas conscience de ce qu'était un marché. Les politiques vont sur les marchés quand il y a des campagnes. Et ben oui, c'est ça. C'est simplement, c'est leur seul moment où ils sont là en train de prendre un petit peu la température du terrain pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est vrai qu'on avait vu Sébastien Lecornu avec un poireau dans son sac en début de nomination. Mais au-delà de ça... Peut-être qu'il le fait vraiment son marché, Rachel. Je sais pas, mais là, moi, la situation... Des hommes et des femmes politiques, on voit leurs épouses aussi. Avec des poireaux, avec les enfants. Le spectacle politique, ça ressemble plus à un navet. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai drame aujourd'hui, si vous voulez, de point de vue marketing, justement, parce qu'on n'arrête pas de dire oui, l'inflation baisse, etc., alors que les Français souffrent. Pourquoi ? Parce que les prix, notamment de l'alimentation, continuent d'augmenter. Rendez-vous compte, depuis le chiffre de l'INSEE, depuis 2021, les prix ont augmenté de 24% dans l'alimentation. 24% sur l'énergie, 30% en France, prix à la consommation. Donc, je ne parle même pas des loyers. Donc, il n'y a pas beaucoup de Français pour qui les revenus ont augmenté de 24% depuis 2021. Donc c'est ça qui colle plus. Et donc quand évidemment on voit qu'aujourd'hui les députés font tout pour garder leur poste à l'Assemblée, eh bien entendu les Français ne captent pas, ne sont pas prêts à accepter tout cela. Donc c'est ça qui, moi je parlerais même de mépris. C'est presque un mépris qu'ont les dirigeants français vis-à-vis de l'ensemble de la population, parce que justement ces Français souffrent. Et aujourd'hui justement le fait de leur dire, vous inquiétez pas, c'est les riches qui vont payer les grandes entreprises, c'est complètement faux, parce que à la fin c'est la classe moyenne qui paye, c'est là qu'on augmente les impôts, c'est là où il y a du chômage, et c'est ces Français-là qui malheureusement vont souffrir. Donc, pardon ? Non, mais vous avez raison de le rappeler. À la fin, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est ça qui est autre cas très concret qui parlera à tout le monde. Il y a une pénurie d'œufs en ce moment en France. Absolument. Alors il y a deux raisons. La première, c'est les normes européennes de folie qui font disparaître les cages à poules à partir de 2030 à 90%. D'ailleurs, ces cages à poules, on les retrouve parfois dans des pays qui produisent des poules et des œufs qu'on importe après chez nous. Mais bon. Et les normes françaises, parce qu'on en rajoute. Oui, et les normes françaises. Mais l'autre raison, c'est que l'œuf permet d'avoir une quantité de protéines qui est beaucoup moins chère que la viande dont le prix a augmenté aussi. Ça, c'est un autre indice de la paupérisation des Français. Mais ça, c'est très juste le sujet des œufs, parce que Annie Genevard, elle a fait une petite vidéo pour s'en plaindre. Sauf que c'est toujours pareil, normes européennes auxquelles on rajoute des normes françaises, surtransposition des normes pour être les premiers de la classe en termes de normes. Et on se rend compte qu'il y a une pénurie d'œufs dans certaines grandes surfaces. Et on dit, ah mince, oui, c'est vrai, pas de chance. Mais enfin, on a créé cette situation-là. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, on va signer le Mercosur qui va s'appliquer à nous, même si on est contre. On va avoir une concurrence déloyale sur la viande, par exemple. Et là, on va se dire, ah, mais les producteurs français sont en grande difficulté. Il y en a de moins en moins. Exemple, encore un. Les poulets, on a un marché français, un poulet sur deux vendu est un poulet ukrainien, sans taxe douanière, parce que l'Ukraine faisait la guerre à la Russie, ou l'inverse. Voilà, elle le faisait toujours. Et donc on a dit plus de taxe douanière, on prend tous les poulets ukrainiens, qui sont évidemment produits dans des conditions totalement différentes que les normes qui s'appliquent en France. Et donc là, on a une concurrence déloyale, puisque le poulet est vendu beaucoup moins cher. Et pareil, à la fin, on finira par le regretter. Mais qu'on n'aura plus de poulet, plus de viande française, plus d'œufs, on ne fera que constater l'échec d'une politique qui, évidemment, est suicidaire. Encore les décisions de nos dirigeants, c'est qu'ils sont dogmatiques, complètement dramatiques, et ils ont sacrifié l'agriculture française depuis déjà des décennies. Alors, on se réveille aujourd'hui comme, tous les 2 ans, il y a une crise agricole, mais oui, mais c'est encore une fois toutes ces mesures qui ont été prises, cette fiscalité qui augmente, qui est dramatique pour l'ensemble des agriculteurs français, pour l'ensemble des entreprises françaises. Et donc, on continue, c'est ce dogmatisme qui, malheureusement, appauvrit la France, appauvrit les Français. Un tout petit mot, quand même, des conséquences politiques de ce 49.3 que le Premier ministre va dégainer demain. Les grands gagnants de la soirée,
sauver incontestablement ce sont les socialistes. On va écouter Jérôme Guedj qui dit finalement le 49.3 c'était la bonne solution. Quant au recours au 49.3, il intervient au moment où il n'y a pas d'autre solution. Le Premier ministre a respecté sa parole en ne dégainant pas le 49.3 au tout début du processus et en imposant sa seule vision à lui tout seul. Là, c'est un 49.3 qui constate qu'il y a des groupes politiques qui ont refusé de rentrer dans la logique du compromis. Je le regrette, mais c'est la seule solution et maintenant il y a besoin de celle-ci. Voilà, le Parti socialiste a dicté ce budget. Gagnons à court terme. Gagnons à court terme. À long terme, je pense que parce qu'il en reste quelques-uns, leurs électeurs leur en voudront. Oui, il en reste quelques-uns par-ci par-là. 1,5% à la dernière présidentielle. Mais Jérôme Guedj, très bien, on est quand même maintenant avec des députés de l'opposition qui réclament le 49.3. C'est-à-dire qu'avant, c'était pour contraindre sa propre majorité. Maintenant, c'est des députés de l'opposition qui sortez-nous de là. On ne veut pas voter le budget parce que là, ça serait quand même malhabile face à nos électeurs. Mais on ne veut pas vous censurer non plus parce qu'on ne veut pas les retrouver, justement, nos électeurs, de peur qu'il n'y en ait plus, justement, et qu'on ne retrouve pas nos sièges de députés. Donc on ne veut pas d'une nouvelle dissolution, parce que c'est le fameux chiffon rouge. Dès qu'Emmanuel Macron a peur qu'un budget, une loi ne soit pas adoptée, maintenant c'est attention, je vais dissoudre. Attention, je fais un malheur. Et puis il ne se passe jamais rien. Et ça va être le même problème pour les Républicains, qui réclamaient eux aussi, quelque part, l'usage du 49.3. Oui, alors ils vont voter ce budget parce que Laurent Wauquiez dit que c'est un budget très imparfait, malgré des avancées obtenues par la droite. Il n'y aura pas de vote. Il n'y a pas de vote. 49.3. Ils ne voteront pas la motion de censure, en revanche. Donc ils ne feront pas tomber le gouvernement. Merci. Rachel Kahn, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence, vous, alors ? Parce qu'elle va mettre les Français, qui sont assez désespérés du spectacle, il a raison là-dessus, Sébastien Lecornu, donné par la politique, ça ne va pas les rapprocher, on va dire, de leurs élus. Non, ça les rapproche pas du tout. On est à 1 mois et demi des élections municipales. Après, je trouve assez fou que le Premier ministre nous rappelle les enjeux nationaux et internationaux parce qu'il n'en a eu pas vraiment la mesure depuis tout le temps qu'il est là, je trouve. Mais effectivement, j'ai l'impression que cette scission entre les citoyens et la politique n'a fait que s'accélérer au fil des mois. Et là, on a encore ce sketch entre une parole non tenue, des jeux des partis politiques, le PS, mais pardon, entre la NUPES, je suis contre la NUPES, je me désolidarise de LFI, mais en même temps on va voter avec eux, c'est juste insupportable. Bon, Éric Revel, on va essayer de remettre l'église au centre du village pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Demain, nous aurons le premier 49.3, donc première partie sur les dépenses, c'est bien ça ? Deuxième de 49.3 sur les recettes, puis ensuite, troisième 49.3. Ensuite, le débat avec le Sénat. Puis... Quand est-ce qu'on aura un budget alors, en gros ? Mi-février. Oui, mais bon, il avait promis fin décembre. Il a d'ailleurs redit qu'il n'avait pas tenu ses promesses. Celle-là non plus. Bon, alors mi-février, de quelle année on peut se dire ? Mais en fait, oui, voilà. Donc 3 49.3 qui vont s'enchaîner avec des socialistes donc qui vont trouver ça formidable. J'aime beaucoup Jérôme Guedj, mais pardon, quand j'entends les socialistes qui, encore une fois, mais regardez les phrases qu'ils ont prononcées. C'est un déni de démocratie si vous passez par le 49.3. C'est faire taire la démocratie parlementaire si vous passez par le 49.3. Notamment sur le budget. Il y a cette carte du PS. Hein. Et là, une fois, Gauthier Lebret m'avait... de temps en temps, oui. Et là, vous avez les socialistes qui disent, mais passons par le 49.3. Bien sûr. Écoutons Aurélien Lecoq de la France Insoumise, lui dit le PS a vendu son âme au diable. Les socialistes ont vendu leur âme au diable et ont décidé une nouvelle fois de sauver Emmanuel Macron, son Premier ministre, mais aussi sa politique d'une violence sociale inouïe, puisque désormais, le Cornu, avec la direction socialiste, organise le passage en force, le piétinement de l'Assemblée nationale, mais surtout le piétinement de l'opinion de l'ensemble des Françaises et des Français. Parce que le budget qu'ils vont passer en force, c'est un budget dans lequel il va y avoir 13 milliards de saignés sur nos services publics, sur l'État, où il va y avoir 7 milliards de saignés sur nos collectivités territoriales, ça veut dire nos mairies, mais ça veut dire demain que le passage en force organisés main dans la main, socialistes et macronistes, vont provoquer la fermeture de places de crèches, peut-être, dans nos communes, vont provoquer le fait qu'on ne puisse pas développer les transports en commun. Voilà pour la France Insoumise. Bon, ils mettent le dos, ça fait mal ou pas, Rachel ? Non, il est complètement en campagne. Les histoires de crèches, les histoires d'écoles primaires, de transports en commun, tout ça, c'est municipal. Donc moi, je pense que le débat budgétaire, aujourd'hui, il est malsain encore plus parce que
on va le voter. Ça va être le premier acte de la campagne des municipales. Exactement. Ouais, mais ce qui est clair, c'est que, voilà, encore une fois, on revient sur les marchés, c'est-à-dire que les électeurs, il en reste encore du PS et même de LR. Moi, ça m'inquiète parce que quand évidemment ils vont voir leurs électeurs, on va dire mais vous avez finalement soutenu cette augmentation des impôts, cette augmentation des dépenses publiques. Vous étiez pour la suspension de la réforme des retraites. En tout cas, vous n'avez pas censuré. Exactement. Et pareil du côté du PS. Donc il y a une sorte de radicalisation. Certains LR risquent d'aller vers le RN et certains PS dire d'aller vers LFI. Donc bon, c'est quand même pas sérieux tout ça. C'est-à-dire que déjà vu. Ça c'est déjà vu. C'est déjà le cas, mais ça va encore s'aggraver. Tout ça pour encore une fois gagner quelques mois à fier. Pour que tout le monde en ait pour son grade, je voudrais remettre un peu aussi sur la tête des LR, parce que si vous voulez, quand on fait un procès, à mon avis légitime, quand on interroge le RN sur mais votre programme économique, il est plutôt libéral ou étatiste. Alors, la position économique des LR, c'est quoi aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais ils votent par exemple... La question c'est quoi les LR députés LR qui ont voté un budget de la Sécu en déficit de 20 milliards d'euros, 24 milliards d'euros. Bon, là aujourd'hui, ils vont voter un budget... bon, ils vont pas le voter. Là, M. Retailleau, il n'est pas content. Il dit le budget proposé par le gouvernement... Non, mais parce que... Mais Bruno Retailleau, on voit bien que c'est le mano à mano avec Laurent Wauquiez qui, lui, dirige le groupe, alors que Bruno Retailleau essaie de reprendre la vague. Mais en fait, c'est quoi la position économique des LR? Non, mais c'est quoi? Moi, je serais chef d'entreprise aujourd'hui, je dirais, mais si vous arrivez au pouvoir, vous taxez encore plus les entreprises, j'ai un duo d'économistes, vous réformez l'État. Madame de Montchalin vient d'annoncer que concernant les transmissions d'entreprises familiales, il y aura la fin de l'exemption fiscale pour les biens personnels. C'est important ça pour les chefs d'entreprise ou pas? Moi, ce que j'attendais, mais je ne sais pas s'ils ont prononcé, c'était est-ce qu'ils prolongent ou pas le fameux pacte Dutreil? Parce que ça, c'est très important. Vous avez plein d'entreprises à taille intermédiaire qui vont changer de patron, de succession. En général, c'est des entreprises familiales. Si ce pacte Dutreil n'est plus fiscalement intéressant pour cette transmission d'entreprise, eh ben, je vous donne mon billet. C'est déjà arrivé. Vous avez des fonds étrangers, chinois, américains qui vont venir prendre le contrôle de nos belles ETI en France. Et c'est déjà le cas, surtout on a déjà une fiscalité. Attendez, elles sont magnifiques, nos ETI. C'est quoi les ETI? Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Des entreprises à taille intermédiaire. C'est de très très belles entreprises, en général familiales, avec plusieurs milliers de... Regardez, on en est arrivé. Annonce à l'instant d'une... Annonce à l'instant d'un dépôt de motion de censure du côté RN et LFI, c'était déjà annoncé. Tout est joué. Un dernier mot avant qu'on reçoive Bernard-Henri Lévy dans un instant, avec qui on va évidemment évoquer la situation internationale. Gauthier Lebret, c'est une façon pour Emmanuel Macron de clore cette séquence désastreuse, évidemment, pour lui et son gouvernement, de pouvoir se rendre à Davos, l'esprit libre, entre guillemets, et d'affronter Donald Trump, s'il arrive à le voir, sur le dossier du Groenland, de régler les sujets importants pour les Européens, de droits de douane, etc. Il y a quand même des gros sujets internationaux qui nous attendent. Je suis d'affronter Donald Trump quand on envoie 15 soldats au Groenland pour une mission de 3 jours. Résultat, on a 10% de hausse de taxes. Oui, et donc on va répliquer. Il a réagi, Donald Trump. Il a réagi. C'était pas aussi ridicule que ça, je l'ai dit, Gauthier. Moi, je le pense franchement. Non, arrêtez. Mais mais je sais. Non, mais il s'agissait pas de déclarer la guerre aux États-Unis au Groenland. Mais la réaction de Trump, courroucé, si d'ailleurs la Cour suprême lui permet d'augmenter les droits de douane, ça va être intéressant de le voir. Il a réagi quand même violemment. Ça veut dire que... c'était pas si ridicule. Si on s'enferme dans une escalade avec les États-Unis, je suis pas sûr que ça soit nous les vainqueurs à la fin. Tant d'un point de vue territorial avec le Groenland que d'un point de vue économique avec les taxes douanières. Je vous rappelle juste que Ursula von der Leyen s'était complètement couchée face à Donald Trump dans ce mécanisme des taxes douanières. Donc il veut en rajouter. Si on veut jouer l'escalade verbale avec le président américain, je ne suis pas sûr que... Il faut faire quoi, Gauthier? C'est une vraie question. On va poser la question dans un instant à Bernard-Henri Lévy. Juste une réaction, Rachel Kahn. À l'instant, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, condamne les propos de Rima Hassan, qui s'est livré à une attaque contre M. Retailleau, Abba Retailleau, a-t-elle dit dans un meeting. Et M. Nunez condamne fermement ces propos indignes de notre démocratie pluraliste, tenue dans un contexte électoral qui devrait élever le débat et non l'abîmer. Face à cette attaque, j'apporte mon total soutien à Bruno Retailleau. Non, mais évidemment, mais sauf que elle n'est pas à ses premières insultes et elle n'est pas à ses premières cibles dans le dos de personnalités. Aujourd'hui, il faudrait prendre à bras-le-corps ce qu'a fait cette personne sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a pu instrumentaliser du conflit, cette arrogance, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'elle est complètement sortie
je ne sais pas si elle a été un jour, de l'arc républicain et surtout de sa responsabilité en tant que députée française au Parlement européen. Mais il y a toute une liste sur lesquelles on pourrait réagir. Il y avait d'autres propos qu'elle a tenus. Oui. François-Xavier Bellamy a porté plainte contre elle pour menace de mort. Oui, évidemment, il y avait différents propos. Mais Rima Hassan, personne n'est surpris. Et je veux dire, elle dit que la France est un pays raciste aussi. Elle dit pas seulement raciste. Voilà, Abba Retailleau, la France qui l'a naturalisé. Je veux dire, on naturalise des gens qui détestent la France. Donc déjà, il faudrait faire attention à qui on naturalise. Parce qu'on naturalise quelqu'un qui déteste visiblement ce pays, pour dire que c'est un État raciste, qui l'a naturalisé. Ensuite, elle est devenue députée européenne française. Elle a donc été élue par le peuple de France. Elle est députée européenne, elle nous représente dans ses interactions au Parlement européen, dans ses déplacements, dans ses prises de position, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Elle ne représente ni l'Europe, ni la France, ni ses intérêts. Elle a représenté à la limite les intérêts de l'Algérie, quand elle a été contre la libération de Boualem Sansal. De temps en temps, elle défend des terroristes comme Georges Ibrahim Abdallah, quand elle va leur rendre visite en prison ou quand ils sont libérés au Liban. Et puis, bien sûr, évidemment, cette ambiguïté, qui n'est d'ailleurs pas une ambiguïté, avec les terroristes du Hamas qui, selon elle, mènent une action légitime. C'est tout cela, Rima Hassan. C'est tout cela. Mais au fond, Rima Hassan interroge notre pays et la capacité qu'on a à se défendre face à des gens qui détestent ce pays, qui le détestent et qui mettent des cibles dans le dos, quand c'est pas François-Xavier Bellamy dans les couloirs du Parlement européen ou des journalistes sur Twitter, c'est Bruno Retailleau, Abba Retailleau. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est si ce n'est une incitation à passer à l'acte? Absolument. Allez, contre l'ancien ministre. Vous allez en parler dans votre émission. Ça, je ne vais pas y manquer, oui. À 21h. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Bernard-Henri Lévy sera avec nous. On va évoquer les dossiers internationaux qui inquiètent aussi beaucoup les Français. Cette menace des Américains à propos du Groenland, ses droits de douane et au fond, ses alliés